La légende de Noël de Karine Gors. À Sokeria, village finlandais, des cris de nouveau-nés résonnent dans la ferme familiale. Nous sommes les Virtanen et aujourd'hui, en ce 26 juillet 1783, mes parents Timo et Sanna accueillent des jumeaux. Leurs amis s'affairent à suivre les consignes du jeune médecin Kei Makinen, arrivé quelques heures plus tôt. Les naissances multiples sont plutôt rares, aussi tout le monde s'agite. Des gamelles d'eau chauffent sur la cuisinière alimentée de charbon de bois, tandis que certains ramènent du linge et d'autres des couvertures afin d'emmailloter les deux bébés qui arrivent déjà. Le docteur, tout juste âgé de 23 ans, est frappé par la particularité physique de ses enfants. Pour autant, n'ayant encore pratiqué que de rares accouchements et à ce jour aucune naissance gémellaire, il ne s'attarde pas sur ce point. En effet, les deux garçons sont certes de même taille et de même corpulence, mais l'un est brun aux yeux noirs, tandis que moi, je suis blond aux yeux bleus. Et oui, vous l'aurez compris, je suis l'un de ces bébés et je me prénomme Nicolas. Mon frère, lui, c'est Hans. Me voilà dans les bras de maman et mon frère dans ceux de notre père. Tous deux ont l'air fous de joie de notre venue. Malheureusement, notre histoire familiale va très rapidement prendre une tournure tragique. Mais laissez-moi vous la raconter. Chapitre 1. Les jumeaux. Tout à leur bonheur de voir grandir leurs deux fils, nos parents vivent heureux sans réellement se soucier de l'avenir, se disant qu'ils ont bien le temps. Cependant, les années défilent à une vitesse incroyable, laissant peu à peu l'inquiétude s'installer. En effet, leur modeste condition de fermier ne leur facilite pas la tâche pour élever sereinement deux enfants du même âge. Ainsi, nos parents se privent chaque jour un peu plus, ne voulant qu'une seule chose, que mon frère et moi puissions manger à notre faim. Les pauvres vieillissent plus rapidement que nous ne grandissons, tant ils sont épuisés par leur travail et le manque de nourriture. Hans et moi le comprenons bien, or, du haut de nos 13 ans, chacun d'entre nous réagit à sa façon. Pour exemple, mon frère se montre aussi dur que le noir de ses cheveux et de ses yeux. En effet, il est de plus en plus terrible et réclame toujours davantage à nos pauvres parents. Plus de nourriture, plus de jouets, plus d'attention. Aujourd'hui encore, notre pauvre mère le poursuit dans toute la ferme pour tenter de lui reprendre les 2 derniers morceaux de charbon restants. Le garnement qu'il est a pris la fâcheuse habitude de jouer avec. Non content de nous empêcher de nous chauffer un tant soit peu, il noircit tout ce qu'il touche. Ainsi, le voilà couvert de suie de la tête aux pieds, sans parler des murs de la maison. Quant à moi, sans fausse modestie, je suis un enfant beaucoup plus calme, toujours prêt à aider les autres. C'est donc tout naturellement que je m'occupe avec papa de nos sirènes. De même, j'aide maman à ramasser les œufs fraîchement pondus par les quelques poules qui y parviennent encore. L'hiver est rude, aussi faut-il arriver à chauffer la ferme, mais également à garder nos animaux au chaud toute la nuit, durant laquelle le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 35 degrés. Les rennes peuvent supporter des températures très basses, mais si le blizzard s'en mêle, cela peut rapidement s'avérer problématique. Un soir de novembre 1796, maman fête ses 38 ans. Pour l'occasion, elle a fait cuire les œufs ramassés le matin. D'ordinaire, elle les vend au marché du village, mais aujourd'hui, papa lui a expressément demandé de les garder. Le pauvre, il culpabilise tant de ne pouvoir offrir un cadeau à son épouse qu'il a donc pensé que manger un peu plus que d'habitude pourrait compenser cela. Tandis que l'on s'apprête à passer à table, l'on frappe à la porte. Papa va ouvrir en se demandant qui peut bien venir à cette heure-ci. Surprise! Vous ne pensiez tout de même pas que nous allions vous laisser seuls en cette soirée si importante? Ça rit, mais qu'est-ce que... commence maman, émue que l'on pense à elle. Une femme un peu replète rentre de façon énergique, faisant rebondir ses boucles blondes qui cachent presque ses yeux bleus. Elle est suivie de son mari et de leurs 2 filles, affichant eux aussi une silhouette généreuse, tous les bras chargés de plats.
La table se retrouve recouverte de multiples mets, du saumon, des harengs, de la purée de pommes de terre, ainsi qu'un appétissant roulé à la cannelle. Mes parents n'en croient pas leurs yeux. Cela faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas vu autant de victuailles. Même Hans est muet de stupéfaction, c'est pour dire. Malheureusement, son calme est de courte durée, tout comme sa politesse. En effet, sans attendre que tout le monde soit à sa table, il se jette sur la nourriture qu'il saisit à pleines mains et qu'il dévore. Ce soir, mes parents, trop heureux de pouvoir manger à leur faim, décident de passer outre. Une fois tous repus, les 2 filles du couple, mon frère et moi, sortons de table et allons jouer. Hans se propose un cache-cache, mais la partie tourne court lorsqu'il fiche une frousse terrible à Ellie en lui attrapant les chevilles et en la tirant sous le lit. Annika tente de retenir sa petite sœur tirant de toutes ses forces sur ses poignets. Or, mon frère, en vrai petit démon qu'il est, fait preuve d'une force incroyable dans ces moments-là. Toutefois, je mets un terme à cette mauvaise farce en libérant Hailey. Les 2 fillettes en pleurs rejoignent leurs parents tandis que je pars dans ma chambre et j'en reviens avec un personnage de bois d'une quinzaine de centimètres de hauteur. Je l'offre aux gamines en leur expliquant comment leur faire prendre vie grâce à quelques ficelles habilement accrochées sur l'ensemble du corps de la poupée. « Oh, Nicolas, que c'est beau !» s'exclame Passy, le mari de Sari. « Merci, c'est une marionnette que j'ai fabriquée, » je lui réponds fière de mon effet. Mon fils a un don, tout ce qu'il touche, il le transforme en un bel objet. Regardez les couverts en bois qu'il a offerts à ma femme, rajoute fièrement papa. En effet, c'est superbe. Ces couverts, tout comme cette marionnette, feraient fureur auprès des villageois. Il devrait les vendre au marché, suggère Sari. Il en a vendu 2 ou 3. Cependant, dès que Nicolas voit un enfant pleurer parce que ses parents n'ont pas assez d'argent pour lui offrir un jouet, il ne peut s'empêcher de le donner, répond maman émue de ma générosité. De toute façon, c'est nul ce qu'il fait, c'est juste pour faire son intéressant. C'est même pas vrai, tu dis ça parce que tu ne sais pas le faire. Toi, tu ne fais que jouer avec tes bouts de charbon. À force, tu deviens aussi noir qu'eux. J'avoue que d'ordinaire, je suis quelqu'un de plutôt calme et apaisé, mais cette fois, je ne peux m'empêcher de m'énerver contre lui. Pour autant, je n'ai pas tout à fait tort. En effet, Hans devient de plus en plus noir à mesure qu'il manipule ses morceaux de charbon. Mais ce que je veux lui faire comprendre, c'est qu'il noircit également de l'intérieur. Alors que nous sommes éduqués de manière identique, Hans, lui, devient de plus en plus insupportable et irrespectueux. Il n'aide toujours pas à la ferme et régulièrement des parents mécontents viennent frapper à la porte avec leurs bambins en pleurs après qu'il les ait martyrisés. Le cher enfant prend un malin plaisir à déchirer leurs tabliers, les faire tomber dans la boue ou encore à couper les nattes des filles durant la classe. Pour preuve, en ce lendemain matin, tandis que je suis au marché avec papa, des cris nous font sursauter. Mon père me demande de rester là pendant qu'il va voir de quoi il en retourne. Cependant, il n'en a pas le temps. À peine a-t-il atteint le seuil de la maison d'où provient le raffut que la porte s'ouvre d'un coup sec. Il veut alors s'avancer, mais il est bousculé par un gamin qui déboule en trombe, les bras chargés de jouets et d'un gros sac en toile de jute, lui-même poursuivi par une femme furieuse et armée d'un balai. « Que je ne te revoie plus ici, sale garnement, ou tu auras affaire à moi !» Papa ne réagit pas, estomaqué par la scène à laquelle il est en train d'assister. « Madame Sikanen, que se passe-t-il ? Ce satané gamin s'est introduit dans ma maison et il a volé et cassé les jouets de mes enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, il nous a aussi volé notre sac de charbon. » À ces mots, papa blêmit, comprenant alors qu'il ne peut s'agir que de Hans. Quel autre enfant pourrait s'intéresser à du charbon ? La pauvre Eva est toute chamboulée lorsque son mari accourt à toutes jambes. « Je suis là, ma chérie. Que se passe-t-il ? Je t'ai entendu crier depuis l'autre bout du village. » Un garnement s'est introduit chez nous et il a cassé les jouets des enfants et volé un de nos sacs de charbon. « As-tu vu de qui il s'agissait ? » « Non,
il portait une large capuche qui cachait la moitié de son visage. Chez nous aussi il est venu, mais moi non plus je n'ai pas pu voir à quoi il ressemblait, renchérit un homme. Lorsque papa se tourne vers ce dernier, il s'aperçoit qu'un attroupement s'est formé. Il vient alors me rejoindre affichant un air contrarié. « Qu'est-ce que c'était, papa ?» je lui demande quand il me rejoint. « Rien, aide-moi à remballer, nous devons rentrer. »« Mais nous venons tout juste d'arriver. »« Ne discute pas, Nicolas, nous devons rentrer à la ferme immédiatement, » insiste papa, visiblement très perturbé. Je ne proteste pas plus, et même si je ne comprends toujours pas ce qu'il se passe, j'obéis à mon père et je l'aide donc à regrouper notre marchandise. Sur le chemin du retour, papa se contente de diriger les rênes de notre carriole sans dire un mot durant tout le trajet. Arrivé à notre ferme, il me demande de ranger nos affaires et de remettre les 2 rênes et la carriole dans la grange, m'informant qu'il doit sans tarder parler à maman. Je m'exécute à la hâte, trop curieux de savoir ce qu'ils vont se dire. C'est ainsi qu'une fois ma tâche achevée, je me précipite à la fenêtre de la cuisine, afin d'épier leur conversation par le carreau cassé. « Mon Dieu, ce n'est pas possible. Qu'allons-nous faire de lui ?» s'écrie maman après que papa lui ait narré les faits. « Si seulement je le savais. » Fort heureusement, personne ne l'a reconnu, pas même moi, car il porte une large capuche qui lui cache en grande partie le visage. « Alors comment sais-tu que c'est bien lui ? Si ça se trouve… » « Non, Sana, il ne fait aucun doute que c'est lui. Qui d'autre que notre fils est tant attiré par ces satanés morceaux de charbon ? » « En effet, tu as raison, » se résigne maman. « Que suggères-tu ? » « Je n'en sais fichtre rien. »« Moi, j'ai une idée, » dis-je en surgissant dans la pièce. « Nicolas attend dehors. Cela est une histoire entre ta mère et moi, » m'ordonne mon père. « Après tout, écoutons-le, » propose maman. « Soit, qu'as-tu donc à nous proposer ? Tu as bien dit que Hans a cassé les jouets des enfants. Eh bien, moi, je peux leur réparer. Quand je repartirai à l'école demain, j'irai parler aux enfants concernés en disant que j'ai appris ce qui leur est arrivé et que je peux les aider. Et ce soir, à la nuit tombée, je pourrai aller avec toi, papa, ramener les sacs de charbon devant les portes des maisons dans lesquelles mon frère s'est introduit. » Ma foi, cela me semble être une bonne idée, avoue papa. Cependant, faut-il encore que Hans nous dise où il a caché ces fameux sacs ? En effet, il a vu juste. La peste qui me sert de frère refuse catégoriquement de nous révéler où il a mis ces fichus sacs de charbon. Il est plus têtu qu'un troupeau de mules. Nous décidons, mes parents et moi, de fouiller de fond en comble chaque recoin de la ferme ainsi que la grange. Après un long moment de vaines recherches, nous abandonnons sans savoir ce que nous ne sommes pas au bout de nos peines. En effet, dès le lendemain, mes parents sont convoqués par le directeur de notre école. Le verdict est sans appel. Hans est définitivement renvoyé suite à la dépression de notre professeur. La pauvre femme en a pourtant vu en 40 ans de carrière. Toutefois, mon diabolique jumeau aura eu raison de cette pauvre âme. Son désespoir est tel que Madame Lacré a pris la douloureuse décision de quitter Soquéria. Outre la honte engendrée, cela rajoute bien du souci à mes parents qui, eux non plus, n'arrivent plus à s'occuper de lui. Désormais devenu totalement ingérable, Hans passe dorénavant tout son temps dans la forêt jouxtant notre village. Au tout début, il s'y rendait quelques heures par jour durant les belles saisons, mais aujourd'hui, il y passe toutes ses journées, y compris l'hiver. Mes parents se sont donc résignés à le laisser faire. Au moins, tant qu'il est là-bas, il ne s'introduit plus dans aucune maison.